La nuit était si profonde qu'elle semblait penser. Je m'assis au pied d'un vieux baobab, là où les paroles ne meurent pas mais attendent. Je prononçais des noms oubliés, ceux qui ouvrent les passages entre les vivants et les idées. Alors, la terre trembla doucement, et dans une lumière pâle, comme un souvenir trop ancien, apparut un homme aux yeux calmes, Platon, ni vivant ni mort, mais encore certain d'avoir raison. Il parla sans attendre, comme si le monde entier avait toujours été son élève. Les hommes vivent dans l'ombre, dit-il. Ils confondent les apparences avec la vérité. J'ai seulement montré qu'il existe un ordre plus haut, celui des idées, éternelles et immuables. Le beau, le juste, le bien ne peuvent dépendre des caprices du monde sensible, sinon tout devient chaos. Puis il ajouta, avec une douceur presque triste, qu'il avait voulu libérer l'homme de l'illusion, lui rappeler qu'il n'est pas seulement chair, mais intelligence tournée vers l'éternel. Le vent s'arrêta, même les insectes semblaient écouter. Alors je lui montrai notre monde, non avec des mots, mais avec des visions, des villes infinies, où les hommes vivent enfermés dans des écrans, des corps oubliés, assis et immobiles, pendant que leurs esprits errent dans des abstractions, des machines qui calculent mieux que leur créateur, des humains qui veulent devenir des dieux, mais ne savent en vrai plus comment respirer. Je lui montrai l'homme moderne, celui qui veut tout comprendre, mais ne ressent plus rien, celui qui domine la nature, mais ne sait plus vivre, celui qui cherche la vérité, mais fuit le réel. Les yeux de Platon vacillèrent, comme si l'évidence qu'il portait depuis des siècles venait d'être fissurée. Alors je parlais, et ce n'était plus une parole douce, c'était une parole qui avait traversé trop d'hommes pour rester poli. Je lui dis qu'il avait appris à l'homme à se diviser, à croire que ce qu'il est immédiatement son corps, ses instincts, sa présence au monde, n'était pas digne de confiance. Il lui avait donné une promesse, celle d'un point de vue supérieur, d'un regard pur, d'une position d'où il pourrait enfin se comprendre lui-même. Et l'homme l'avait cru. Depuis, il se regarde vivre au lieu de vivre. Il dissèque ses émotions, calcule ses désirs, organise son existence comme un problème à résoudre. Platon avait contribué à fabriquer un être étrange, un animal qui ne veut plus être un animal. Et dans cette prétention à se connaître totalement, l'homme avait fini par croire qu'il pouvait tout maîtriser. La nature, les autres, lui-même. Mais un être qui veut tout maîtriser finit toujours par ne plus savoir habiter. Platon resta longtemps silencieux, puis il s'assit simplement, comme un homme qui accepte enfin de ne plus être au-dessus. Il me dit que je croyais qu'il avait voulu séparer pour dominer, mais que non, il avait séparé parce que tout était déjà confondu. Quand tout change sans cesse, comment distinguer le juste de l'injuste, le vrai du faux? Les hommes de son temps n'étaient pas trop rationnels. Ils étaient perdus, manipulés par le langage, emportés par leur passion, incapables de s'accorder sur quoi que ce soit. Il avait cherché un point fixe, non pour fuir la vie, mais pour empêcher qu'elle ne devienne pure arbitraire. Ce que je voyais aujourd'hui n'était pas la conséquence pure de sa pensée, disait-il, mais son usage sans mesure, son oubli de ses propres limites. Puis il avoua presque. Peut-être avait-il trop bien réussi à convaincre et pas assez à avertir. Je restais silencieux, car il est facile d'accuser, mais comprendre demande plus de courage. Enfin, je lui dis qu'il n'avait pas détruit l'homme. Il l'avait déséquilibré, il lui avait donné la hauteur, mais sans lui apprendre à garder le contact avec le sol. Alors l'homme avait cru que penser, c'était s'arracher, et que comprendre, c'était se séparer. Je lui dis qu'il était temps de réparer. Platon posa alors les deux mains sur la terre, vraiment, et quelque chose changea. Pas dans ses mots, mais dans sa manière d'être là. Il murmura qu'il fallait réapprendre à penser sans quitter le monde, qu'il fallait une pensée qui n'humilie pas le corps, qui n'oppose pas l'homme au reste du vivant, qui ne transforme pas la connaissance en domination. Il inspira profondément, comme si pour la première fois respirer
n'était pas un acte secondaire. Le vrai ne devait plus être ailleurs. Il devait être une manière juste d'être ici. Que l'homme cesse de vouloir être au-dessus et qu'il apprenne à être parmi. Puis, presque effacé, il dit que peut-être la sagesse n'est pas de sortir de la caverne, mais de comprendre qu'elle fait partie du monde et que la lumière n'existe que pour ceux qui acceptent encore d'avoir des yeux. Il disparut sans bruit, mais cette fois, il ne laissa pas une idée, il laissa une tension, un vertige entre deux manières d'être homme, celle qui s'arrache pour comprendre et celle qui habite pour vivre.